ABK Radio, l'interview. Sidonie Feka reçoit le président de l'Alliance patriotique républicaine, à part, Célestin Djamène. Bonjour Président Célestin Djamène et merci d'être là encore aujourd'hui. Bonjour Sidonie, bonjour Didier, bonjour docteur et merci pour l'invitation. Bonjour Vous savez Président. que je réponds toujours présent tant que je n'ai pas d'empêchement majeur. Donc ce que je fais encore ce matin et merci encore une fois pour l'invitation. Comment se porte le parti à part, Président ? Écoutez, le parti se porte bien, on va dire, même s'il y a encore beaucoup de terrain à conquérir, parce que vous savez que nous sommes quand même un jeune parti. On est né le 6 avril 2021, bon ça ne fait que 2 ans, disons un peu plus de 2 ans. Mais je veux dire qu'on est en train, depuis le premier jour, de travailler inlassablement sur le terrain pour que ce parti prenne corps sur l'ensemble du territoire. Mais bon, il faut beaucoup de ressources humaines, beaucoup de ressources financières, beaucoup de logistique, comme vous l'imaginez bien. Mais en tout cas, nous ne désespérons de rien. On est sur le terrain, on travaille tous les jours à cet effet. Et j'ai bon espoir que d'ici quelques mois, voire quelques 2-3 années, le parti sera vraiment très présent sur l'ensemble du territoire. À ce stade, les résultats sont-ils déjà prometteurs, Les Président ? résultats, oui, du déploiement sur le terrain, bien sûr, puisqu'on Oui. est quand même dans certains départements, comme, le Nyon-Isso, on est dans le Fundi, dans le Vouri, dans le Mungo Sud notamment, et puis on essaie aussi de conquérir d'autres régions comme le Nord et l'extrême Nord, où nous avons déjà des représentants. Donc vous savez qu'on est sur un travail assez permanent. Il n'y a pas de relâche parce qu'en vérité, quand on met en place une machine politique, c'est bien parce qu'on a envie d'aller briguer les suffrages des Camerounais en leur présentant notre projet politique. Donc ça demande beaucoup de labeur et beaucoup de travail, beaucoup de persévérance. Président Célestin Djamène, vous êtes le président de la part. Avec vous, on aborde actuellement quelques questions d'actualité. Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema est au Cameroun ce mercredi, 6 décembre 2023. Est-ce qu'on peut dire qu'il est enfin reçu par le président de la République du Cameroun ? Mais écoutez, je pense qu'il y a eu beaucoup de supputations là-dessus, Oui. il y a eu beaucoup de rumeurs, voilà, il ne voulait pas venir au Cameroun, ou bien parce que le président Biya ne voulait pas le recevoir. Tout à fait. Ça, c'est des relations interétatiques. Il revient aux deux leaders étatiques de fixer leur agenda. On ne sait pas de quoi ils sont faits ces agendas. Nous, on regarde l'actualité. Et bien aujourd'hui, il était décidé de commun accord entre les deux pays, les deux États en tout cas, que M. Nguema viendrait rendre visite au président camerounais. Il n'y a rien d'extraordinaire. Généralement, quand on prend le pouvoir, on va d'abord vers ses voisins, en principe. Ce que d'ailleurs a fait M. Olivier Nguema. Il est parti, je crois, en Centrafrique, il est parti en Guinée équatoriale, Oui. il est parti, je crois, en RDC. Et puis, bref, au Congo aussi, je crois, au Congo-Brazzaville. Il était tout à fait naturel aussi qu'il retrouve La destination le meilleur pour la Cameroun fin, n'avoir pas été facile pour le président de la transition gabonaise. La destination, quelle destination? Du Cameroun, finalement. Écoutez, on n'est pas dans le secret des dieux, mais bon, toujours est-il que vaut mieux tard que jamais. Je pense que quand on est membre de la CEMAC, le minimum, c'est qu'on puisse rencontrer ses homologues, n'est-ce pas, de la même sous-région. C'est ce qu'il a fait. Et je veux dire qu'il n'y a pas... Pour moi, je ne vois pas, il n'y a rien de spécial, quoi. Donc, Bon, voilà, vous ne chacun pensez pas qu'il est important pour le président de la transition gabonaise d'être reçu par le président Paul Biya? C'est quand même le sage africain. Bien sûr, il a gardé le meilleur pour la fin, moi, je crois. Donc, il a de la considération pour le Cameroun. C'est le pays leader de la CEMAC, la région CEMAC. Et donc, on n'a pas à se plaindre. Et puis, il a beaucoup à apprendre aussi de M. Paul Biya. Et c'est un général, un militaire qui découvre un petit peu les réalités du pouvoir. Et bon, le débat qui tourne autour, c'est que y aura-t-il véritablement transition dans le sens où il faudrait peut-être organiser les élections transparentes, libres, pour que les candidats puissent se manifester. Parce qu'en vérité, la dernière fois, il y a quand même une victime, c'était le candidat de l'opposition finalement, Oui. qui s'était proclamé ou autoproclamé vainqueur. Et à juste titre, parce qu'en vérité, on sait bien que M. Ali Bongo, depuis qu'il a pris les rênes du pouvoir, n'arrête pas de tricher. Et donc, je pense qu'il a dû rencontrer à 2 reprises, je crois, la plus grande victime de cette élection, manquée. Et j'ai bon espoir que d'ici 1 an ou 2, il va organiser les élections auxquelles tous les observateurs viendront assister. Et puis, on espère qu'il y aura enfin le retour à l'ordre constitutionnel, tout simplement.
Président Célestin Ndiamène, parlons du blocus qui a eu lieu à l'Assemblée nationale où se déroule actuellement l'examen du projet de loi des finances 2024. Est-ce que vous avez une réaction face à cette attitude des députés de l'opposition, notamment ceux du PCRN, du SDF et de l'UDC? Bon, je crois que la revendication me semble tout à fait légitime, parce qu'en vérité, le débat porte autour de quoi? Au niveau de la notification des textes qui portent sur la délibération. Je crois que la loi dispose qu'il faut que les députés soient, tenus ou notifiés 15 jours avant, le temps pour eux de lire au minimum le texte qui leur est soumis, dont on sollicite en tout cas leur vote. Oui. Et puis, c'est quand même surréaliste que ces textes-là leur soient soumis le jour même de la session. Le dernier jour de la session, c'est pas possible. Et qu'il compte 15 000 pages. En plus, même si on donnait un mois, on pensait que c'est évident de lire plus de combien de pages? 500 pages? Non, c'est pas sérieux. Donc, c'est des textes qui ne sont pas destinés à être mis sous le boisseau. Donc, c'est la raison pour laquelle la revendication me semble en tout cas très très légitime. Il faut que la loi soit appliquée. Les députés, c'est quand même les représentants de la nation. Ils ont envie de savoir, avant de se prononcer, de savoir le contenu réel des textes pour apporter des amendements éventuels pertinents. Comment peuvent-ils être pertinents si le texte leur est soumis 24 heures, pire même encore, le jour même du vote? C'est pas sérieux. Donc moi je soutiens cette revendication parce que nous avons envie de construire une vraie république avec toutes ses valeurs, une vraie démocratie, et ce n'est pas en se comportant de la sorte qu'on peut y arriver. Donc à force de ne pas se faire entendre par des revendications formelles, ils trouvent des moyens un petit peu parallèles pour se faire entendre. C'est ce qu'ils ont fait. Et ça, ce genre de choses, je suis obligé de le soutenir parce qu'en vérité, le but ultime, c'est que la loi soit respectée. Et aujourd'hui, en ce qui concerne ces députés de l'Assemblée nationale, est-ce que vous pensez, de façon personnelle, Président, que ces députés sont suffisamment outillés pour comprendre les enjeux d'un tel projet? Ce ne sont pas des économistes à la base. Non, ils ont quand même... c'est un autre débat, parce que est-ce qu'il faut épiloguer sur le pédigré des députés? Est-ce qu'il faut épiloguer sur le QI ou sur la pertinence, le degré de compréhension des députés? Ça, j'en sais rien. En tout cas, le code électoral n'exige pas un CV particulier pour être candidat aux élections législatives. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ont quand même un minimum de sens critique et qu'ils ont des partis politiques avec des projets de société bien précis. Est-ce qu'il ne faudrait pas y arriver finalement, Président, peut-être avoir des spécialistes de chaque domaine pour nous représenter au niveau de l'Assemblée nationale, pour qu'on soit sûr que lorsqu'on parlera des questions santé, on aura des spécialistes qui pourront y répondre, des questions économiques, on aura des spécialistes qui pourront traiter ce type de sujet? Je pense que si on envisage la question dans ce sens, on est mal parti. Parce qu'en vérité, c'est quoi les députés? C'est des personnes qui sont issues des élections politiques. Oui. Et c'est des élections de liste, des scrutins de liste. C'est-à-dire que les partis politiques égrènent leurs candidats pour les élections municipales, pour les élections législatives en l'occurrence. Et donc, c'est des hommes qui sont issus des partis politiques avec un projet de société politique. Donc, si le texte qui leur est soumis ne cadre pas avec le projet de société de leur parti politique, évidemment, ils voteront contre. Vous savez, c'est l'opposition, c'est le pouvoir. Donc, chaque parti est censé avoir un projet de société. Ce n'est pas une affaire de technocrate. Vous savez que voter une loi, ce n'est pas simplement une affaire d'experts. C'est d'abord une affaire de vision politique. Or, les partis qui sont représentés à l'Assemblée nationale sont issus de partis qui, en principe, ont des visions politiques et ils doivent le manifester lors du vote. On ne peut pas non plus demander à ce que des experts puissent venir remplacer les députés au sein de l'Assemblée nationale. Ce ne serait pas sérieux. Bon, maintenant, évidemment, les ministres dont sont issus ces projets de loi, ou en tout cas la primature, ils ont des experts, ils ont des directeurs de cabinet, ils ont des experts économiques, ils ont des experts dans tous les domaines qui peuvent regarder, vérifier la pertinence des textes qu'ils envoient aux députés. Maintenant, pour ce qui concerne à leur tour les députés, ils ont simplement envie de savoir si les textes qui leur sont soumis correspondent à leur vision politique de la société camerounaise. Oui. Et donc, dans ce cas-là, on ne peut pas les remplacer par les experts économiques ou autres.
Président Célestin Diamène, pour rester à l'Assemblée nationale, l'honorable Jean-Michel Nithieu a fait une sortie dans laquelle il met en garde l'honorable Joshua aussi de s'abstenir, de s'approprier le blocus parce qu'il le considère comme faisant partie, comme étant proche du parti au pouvoir. Est-ce que cette polémique, de votre point de vue, a-t-elle sa raison d'être? Vous savez, je ne veux pas rentrer dans ce débat de chiffonnier. Bon, les dissensions entre M. Nithieu et son ex-camarade du SJF sont connues depuis un certain temps déjà. Je pense qu'entre les deux, le partage du gâteau n'a pas bien fonctionné. C'est qui a créé une césure entre les deux hommes. Et cerise sur le gâteau, malheureusement, pour le député Nithieu, c'est que avant son décès, le chairman a fait place nette, si j'ose dire. Donc, il faisait partie des 36 cadres exclus du parti. Donc je comprends tout à fait les ressentiments et l'amertume du président, de l'honorable Nithieu vis-à-vis de son ex-camarade. Bon, ça, c'est des débats qui ne concernent pas vraiment la démocratie. C'est une question de posture ou d'attitude entre deux hommes qui se connaissent très bien et qui ont sûrement entre eux des règlements de compte à faire. Bon, ça, moi, je suis là pour essayer de donner ma vision politique sur les affaires de la République, pas de me mêler sur des affaires de chiffonniers, des batailles de chiffonniers entre deux ex-collègues qui ont malheureusement merdé dans leur partage du gâteau. Il s'agit, président, de deux représentants des partis d'opposition du Cameroun. Et on s'attendrait à ce qu'ils puissent s'entendre pour justement mener les batailles qu'il faut face au parti au pouvoir. Monsieur Nithieu n'est plus militant du SJF. Il a créé un parti politique. Oui, il a restauré son ancien parti politique. Mais peu importe, moi je suis là pour les débats d'idées. Je veux dire que là, quand il qualifie son ex-camarade de proche du RDPC, que voulez-vous que je vous dise? Là, moi je ne peux pas rentrer dans ce débat-là. Bon, c'est sa vision à lui, c'est sa définition à lui, c'est sa subjectivité à lui. Moi, ça ne me concernait pas. Je suis là pour apporter mes contributions sur les grands idéaux de la nation, sur les politiques qui sont menées à la fois par mes collègues de l'opposition ou par le parti au pouvoir, et puis par le gouvernement camerounais. Bon, maintenant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les règlements de compte entre deux hommes, deux ex-camarades, ne me concernent rien du tout. Que M. Joshua aussi soit proche du RDPC ou pas, franchement, en quoi ça intéresse les Camerounais? Les Camerounais veulent que les députés qu'ils ont envoyés à l'Assemblée nationale puissent défendre leur cause. Ils sont avant tout les députés de la nation. Donc ils sont là pour voter des textes en fonction des intérêts du peuple qui les ont envoyés dans cette auguste chambre. Malheureusement, je vois que cette préoccupation ne les concerne plus. Ils sont là pour régler leur petit compte, pour faire leur petit njangui. Et puis malheureusement, c'est désolant pour la démocratie et pour le mandat qui leur a été confié par le peuple camerounais. Et à ce sujet, justement, qu'est-ce qu'il faudrait finalement que les électeurs camerounais fassent? Parce que les électeurs camerounais font très souvent confiance à des représentants qui doivent prendre fait et cause pour eux au niveau de l'Assemblée nationale. Mais une fois arrivés là-bas, les Camerounais ont l'impression que tout est fait dans le sens plutôt des individualités plutôt que dans le sens de la communauté. Qu'est-ce qu'ils font? Et après, est-ce qu'on ne va pas comprendre que les Camerounais ne soient pas intéressés par la question du vote? Bon, vous savez, on a coutume de dire que le vote est une arme politique. L'électeur dispose toujours de son arme qui est le droit de vote, le fait de voter, parce qu'effectivement, j'en parle parce qu'il y a malheureusement beaucoup d'abstentionnistes dans ce pays lors des échéances électorales, c'est pas bien. Et c'est déjà bien d'aller s'inscrire sur la liste électorale, c'est une bonne chose, mais encore faut-il manifester ce droit-là le jour du vote, en allant voter. Alors si vous inscrivez par milliers ou par millions et que le jour du vote, vous laissez l'affaire aux seuls militants du RDPC, il y a anguille sous roche. Et si vous votez des représentants qui arrivent et ne vous représentent finalement pas, et si vous votez les représentants qui ne vous représentent pas dans les faits, eh bien, vous avez toujours le droit de les sanctionner à la prochaine élection. Malheureusement, il n'y a pas le droit de destitution d'écourter leur mandat, parce qu'ils ont un mandat de 5 ans, ils vont l'exercer jusqu'au bout. S'il ne faudrait pas finalement y arriver. Parce qu'on se rend compte que ce pourquoi ces députés devaient rouler à l'Assemblée nationale, c'est tout sauf cela. Est-ce qu'il ne faudrait pas arriver à un moment où on écoute leur mandat à l'Assemblée nationale? Écoutez, je pense qu'un mandat de 5 ans, c'est quand même le minimum. Parce qu'il ne faut pas imaginer une législature d'1 an ou de 2 ans. Même de 3 ans, ce serait inconvenant.
Je pense que 5 ans, non, mais je crois que le débat est ailleurs. Le débat est sur le fait que, sur la probité, l'intégrité de ceux qui s'engagent en politique et qui ont la prétention de représenter les Camerounais à l'Assemblée nationale notamment, et aussi au Conseil régional. La question est de savoir comment, dans les partis politiques, on éduque, n'est-ce pas, les potentiels députés, les potentiels maires. C'est de ça qu'il s'agit. Et effectivement, ces partis peuvent être attractifs ou non, selon effectivement la qualité des hommes ou des femmes qu'ils choisissent et qu'ils mettent surtout sur les listes électorales. Donc malheureusement, de ce côté-là, je dirais que le mandat de 5 ans, c'est le minimum. Bien entendu, il va falloir être très vigilant lors des prochaines échéances, parce qu'effectivement, quand un député vous a mal représenté ou ne vous a pas représenté du tout, vous avez le droit effectivement de le sanctionner à travers les urnes. Mais malheureusement, on a coutume de constater dans ce pays que les électeurs qui sont menacés par la famine sont souvent obligés, n'est-ce pas, malgré quelques petits sacs de savon, quelques parfums, etc., et quelques petits billets de 500 ou de 1000 francs, obligés d'aller, voter pour leur bourreau. Et ça, ce n'est pas normal. Donc il va falloir mettre en place une éducation citoyenne pour que les Camerounais, les électeurs camerounais puissent, savoir lire et surtout comprendre un programme politique d'une part, et surtout être bon observateur, vigilant pendant tout le mandat qu'ils ont confié à leurs élus. Sinon, on ne peut pas non plus, jouer, n'est-ce pas, au ping-pong, écourter le mandat. Non, ce ne serait pas très, très décent pour une démocratie. Donc je pense qu'il faut plutôt agir au niveau de l'éducation des électeurs et des électrices. Vous êtes sur ABK Radio, l'émission c'est ABK Matin, et dans le cadre de notre entretien de ce jour, nous recevons le président Célestin Diamène, qui est le président national de la PAR. Président, l'authentification des documents au Cameroun, ça vous parle? La question vous intéresse? Ça vous renvoie à quelque chose? J'espère que ça vous parle aussi. Ça nous parle naturellement. Si on en parle, ça veut dire que ça nous dit quelque chose. Est-ce que c'est désormais un impératif dans notre pays? C'est un impératif majeur. Maintenant, dans la pratique, c'est parfois autre chose. Les documents officiels, en principe, sont authentiques, puisque la signature des auteurs des plénipotentiaires ne peut être remise en cause. C'est quand même un document officiel qui sont mis en circulation et confiés à des personnes comme vous et moi. Donc maintenant, vous faites allusion sans doute à l'affaire kafkaïenne, n'est-ce pas? Naturellement, oui. Sur le procès et entré, n'est-ce pas, à l'assassinat de Martinez Zogo. Oui. Mais non, ce n'est pas une bonne image, n'est-ce pas, de la justice qui est présentée à travers cette affaire, parce qu'en vérité, un juge qui, selon certains, avait commis un document et puis qui se dédie en disant que ce document n'est pas de lui. En gros, ce document était un faux, ou en tout cas n'est pas authentique. Ça veut quand même dire que s'il est faux ou s'il n'est pas authentique, est-ce qu'il y a eu des enquêtes mises en branle pour savoir, n'est-ce pas, si le document était authentique ou pas? C'est la question qu'il faudrait se poser. Parce que quand on regarde les documents qui sont produits par le même personnage, on se rend bien compte que les cachets semblent être les mêmes et les signatures les mêmes. Oui. Alors maintenant, s'il y a eu des experts en faux pour imiter la signature, ou le cachet, fabriquer un cachet, semblant, il va falloir effectivement lancer très rapidement une enquête pour dédouaner ce magistrat, parce qu'il a quand même livré la vindicte populaire. On se demande comment un magistrat qui a combien de documents peut dire qu'il est fou en même temps, alors que sa signature est bien là. Donc il va falloir déjà clarifier tout ça et savoir si effectivement les greffiers qui ont remis le document, je ne sais pas si c'est le greffier ou pas qui l'a remis au conseil de M. Amourou Beninga et de M. Eko. Donc il va savoir si le greffier a reçu autorisation, n'est-ce pas, de remettre ce document aux personnes, de notifier aux personnes concernées. Parce que si il n'y a pas eu autorisation de notifier, effectivement, je comprends l'expression ce n'est pas authentique de ce magistrat. Parce qu'un document peut être faux, peut être authentique, mais en même temps, il peut être soit authentique, soit faux. La fausseté, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a eu usage des écritures malsaines qui ne concernent pas l'auteur, concerné. Alors que l'authenticité peut viser à faire comprendre que peut-être qu'il n'a pas été validé, ce document. Il a été rédigé en bonne et due forme, mais sauf qu'il n'était pas autorisé à être divulgué.
C'est pour ça aussi, je pense qu'il a parlé de non-authenticité et pas de faux, parce qu'il dit bien que le document n'est pas authentique. Il ne dit pas qu'il est faux. Mais on peut le traduire aussi ainsi. Mais dans ce cas-là, s'il n'est pas authentique, qui donc a notifié au Conseil de M. Amougou Bélinga? Est-ce que tout ça, c'est pas pour nous embrouiller simplement, authentique, faux et tout? J'essaie d'analyser de manière objective. Oui. C'est-à-dire que maintenant, s'il y a des arrière-pensées, peut-être qu'on parle souvent, quand je lis les différents lecteurs, commentateurs, j'entends que voilà, parfois il peut s'agir d'une tentative d'évasion par les documents. C'est-à-dire que le magistrat se serait mis d'accord, serait mis en concussion ou de connivence avec la partie de l'accusation, pour essayer de faire évader quelqu'un en prison. Ça, c'est une thèse qui est souvent avancée. Mais moi, je dis que quand vous avez une question qui vous est posée, des documents qui sont sur les réseaux sociaux, oui, il faut se poser des questions objectives. Parce que si je rentre dans ce dédale-là, on n'en sort plus. Oui. Chacun va y apporter, n'est-ce pas, ses petits commentaires du quartier, et puis on ne va pas en sortir. Donc moi, je dis simplement que, est-ce que les avocats, les conseils de M. Amougou Bélinga et de Maxime Ekoeko ont été légalement notifiés, et par qui ils l'ont été? Parce que je vois très bien que le magistrat Sikati Kanwo peut très bien avoir rédigé un document, mais n'avoir pas autorisé le greffier à le notifier, oui, au conseil. C'est à possible. Le mettre à la disposition, des avocats. Absolument, oui, absolument, c'est possible aussi. Et il peut même, dans un service interne, dire que voilà, non, je déchire ce document, j'en fais un autre. Est-ce que le greffier a eu la notification, enfin l'autorisation de notifier les avocats? Ou est-ce que c'est le juge d'instruction lui-même qui l'a fait? Je ne sais pas. Mais en tout cas, les documents paraissent sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est d'abord normal que ces documents paraissent sur les réseaux sociaux, qui les a étalés dans les réseaux sociaux? Là est toute la question, Président. Oui. Et de plus en plus, on assiste à ce type de documents qu'on peut... en fait, on en voit un peu plus. Et chaque jour qui passe, on a des cas presque similaires et qui vont un peu plus aggravants que ce qu'on a connu par le passé. Est-ce que ça ne devrait pas nous inquiéter davantage? Ça nous inquiète, parce qu'il s'agit de l'image, pas que de la justice de notre pays, mais de l'image de notre pays, parce que la justice de tout le monde, tous les justiciables, ils seront peut-être un jour ou un autre concernés. Et donc, on ne peut pas ériger Internet en une cour de justice. Ce n'est pas possible. Et puis, quand un document est estampillé confidentiel quand même, est-ce qu'on peut en même temps comprendre qu'il se retrouve sur les réseaux sociaux? Il y a quand même un problème de fuite. Bon, évidemment, on a souvent coutume de dire ces derniers jours qu'il y a deux camps qui s'affrontent sur le plan politique, oui, que peut-être les uns ont intérêt à faire fuiter le document sur les réseaux sociaux, mais tout ça, ces combats de chiffonniers, finalement, portent un grave préjudice à l'image, je l'ai dit, pas seulement de la justice camerounaise, mais de l'État du Cameroun. Et c'est pour ça qu'effectivement, nous, citoyens, nous devons interpeller le premier des magistrats, qui est le président de la République, pour qu'il mette fin à cette récréation infâme et indigeste. On ne peut pas continuer à... Qui dure depuis plusieurs années. Oui. Plusieurs années. Oui. Et il faut y mettre fin très rapidement, parce que finalement, c'est l'image de la justice camerounaise, comme je l'ai dit, qui en prend un grand coup. Et c'est bien ni pour les justiciables, ni pour l'État du Cameroun. Dans quel pays sommes-nous finalement? C'est-à-dire qu'un magistrat qui a écrit un document, qu'il a signé, et quelques heures après, non, ce n'est pas moi qui l'ai écrit. Alors, est-ce qu'il a reçu des pressions? Est-ce que c'est un camp qui l'a obligé à le dire? Est-ce que le commissaire de gouvernement, comme on l'entend dire, a fait pression sur le régisseur pour qu'il bloque l'écrou, la levée d'écrou, etc. Donc, il y a plusieurs questions qu'on peut se poser. Mais toujours est-il que, vraiment, ce n'est pas un spectacle digne d'une république. Dans ce cas-là, il faut le dire. Personne, aucun justiciable ne veut subir ce genre de choses. Ce n'est pas responsable. Et puis, il faut arrêter avec les réseaux sociaux. La justice, c'est une question d'abord, a besoin de noblesse. Quand on vous notifie, on fait un document, c'est vous portez à votre connaissance, soit par le greffier, soit par votre conseil. N'est-ce pas? Ça devrait être confidentiel. Oui. L'information devrait même être confidentielle. C'est pas, effectivement, c'est personnel, c'est confidentiel. Oui. Et après, maintenant, si l'avocat veut faire des commentaires sur son client, sur une éventuelle libération ou sur une condamnation, libre à lui, en collaboration avec son client. Tout à fait. Mais il n'est pas question comme ça qu'à tout vent qu'on retrouve des documents issus de l'institution judiciaire sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas admissible.
Et pire encore, dans le cas qui nous concerne aujourd'hui, et des documents qui se suivent et puis qui sont déclarés soit non authentiques, soit faux, soit fake, tout ça, on ne comprend plus rien. Mais il faut mettre de l'ordre très rapidement dans cette affaire. Et qui doit mettre de l'ordre? Aujourd'hui, on a l'impression, il y en a qui pensent que le Cameroun n'est plus gouverné. Vous êtes d'avis avec ces personnes-là? Il y a un président de la République qui est là, qui semble ne pas faire ce qu'il y a lieu de faire pour que les choses, pour siffler la fin de la récréation, moi, président. Je pense que ce que je viens de dire, effectivement, va dans ce sens, c'est qu'il faut que, parce que le président au Cameroun, en tout cas, demeure le président du Conseil supérieur de la magistrature, même si il l'est de façon plus ou moins, j'allais dire, un peu virtuelle, parce qu'en vérité, au quotidien, c'est les magistrats de la Cour suprême qui font le travail. Mais le chef de l'État est chef des armées, chef du Conseil supérieur de la magistrature. Peut-être faudrait-il reformer et laisser staffer uniquement. Encore que les pouvoirs devraient être séparés. Encore Est-ce que ce n'est pas une incongruité que d'avoir cette... en fait, ces pouvoirs qui se retrouvent finalement. Exactement, et c'est la réforme que propose depuis un certain temps déjà à part. Oui. Il faut couper le cordon ombilical à la fois entre les formations politiques et l'exercice du pouvoir suprême. C'est-à-dire qu'il ne faudrait plus que le futur président de la République soit en même temps président d'un parti politique, parce que vous savez, il y a un conflit d'intérêts évident. Il ne faudra non plus que le président de la République soit le président du Conseil supérieur de la magistrature, parce que le président de la République est chef de l'exécutif. On sait qu'en termes de démocratie, on ne peut pas ignorer l'existence de la séparation de pouvoir. C'est-à-dire que l'exécutif ne peut pas se mêler de manière raisonnable des affaires judiciaires. Il faut que la justice soit indépendante, pas seulement dans les textes, mais également dans les faits. C'est pour ça que moi je milite, en tout cas au nom de mon parti, pour que cette fonction de président du Conseil supérieur de la magistrature soit séparée de celle du chef de l'État. Et c'est bien pour notre démocratie, pour notre République. On ne peut pas dire à la fois qu'on est une République et en même temps que l'exécutif puisse concentrer certains pouvoirs. Ce n'est pas possible. Président Célestin Ndiamène, vous avez dit tout à l'heure qu'au sein de la part, vous œuvrez pour que le président du parti ne soit pas celui-là, si jamais vous arrivez au pouvoir, qui exerce également le pouvoir. Comment ça va se passer? Ça veut dire, donc quand vous élit, vous démissionnez de votre poste de président national? Automatiquement, parce que, oui, bien, c'est une question de bon sens. Oui. J'ai dit qu'un candidat à la présidence de la République, il bat campagne pour l'ensemble de ses concitoyens. Il leur présente ses projets pour le pays, pour les 7 prochaines années. Il leur présente son programme et son projet politique. Maintenant, quand il est élu président de la République, il devient président de tous les Camerounais. En ce sens-là, il ne peut plus appartenir à une formation politique, même s'il a été présenté sous la bannière d'un parti politique. Mais une fois qu'il devient président de la République, il ne peut plus représenter une portion de la République. Et si c'est pour un mandat de 2 ans, en fait, si c'est pour 2 mandats, par exemple, lorsqu'il faut renouveler le mandat, comment est-ce que ça se passe? Mais par le vote. Mais le mandat... Il revient dans le parti qu'il a présenté auparavant, il rebat campagne. Comment ça se passe dans les faits? Non mais attendez, si effectivement le président de la République... Vous savez, la constitution camerounaise est claire. Oui. Il y a peut-être des candidatures indépendantes, avec des conditions que vous imaginez. Ils ne sont pas encore 300 signatures, 30 par région. Pays, voilà. Oui. Non, mais sur le plan théorique, c'est tout à fait faisable. Hein. Mais dans les faits, c'est kafkaïen, c'est très compliqué. Mais la question, c'est de savoir, effectivement, est-ce qu'on peut se passer de l'investiture d'un parti politique pour la présidentielle? La réponse est non. Donc vous êtes obligé de passer par votre bannière politique, le parti politique, pour être candidat à la présidence de la République. Donc même le président sortant, même s'il n'est plus président du RDPC, il reste néanmoins militant du RDPC. Et en ce sens-là, il peut être choisi comme candidat du RDPC. Pour leur statut dit que le candidat naturel, c'est le président national du parti. Donc lui, en tant que président national du RDPC, il est automatiquement candidat naturel du RDPC. Mais moi, qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que désormais, il faudrait que la Constitution, dans sa réforme, prévoit qu'il n'est plus question que le président de tous les Camerounais soit en même temps président d'un parti politique. C'est contradictoire. Vous n'êtes pas président d'une partie des Camerounais. Comprenez? Vous êtes président de tous les Camerounais, y compris ceux qui n'ont pas voté pour vous. Parce que vous êtes l'incarnation de la République. Vous êtes une institution.
Et quand vous êtes une institution, vous devez représenter tous les Camerounais. Vous ne devez plus être d'une branche du Cameroun. Est-ce que le fait, Président, d'appartenir à un parti politique vous empêche de travailler pour le compte de tous les Camerounais? Oui, parce qu'en vérité, si vous appartenez à une chapelle politique, vous ne pouvez pas être impartial. Mais oui, parce que vous avez tout fait pour que votre parti ne sombre pas. Comprenez? Pour que vos militants soient privilégiés, par exemple. Mais oui, donc c'est des risques qu'il faut écarter à travers des réformes, à travers des textes. Donc, dans beaucoup de pays, y compris en Afrique, ça se fait. Je veux dire que j'ai beau être présenté par mon parti, mais une fois que j'ai l'aval des Camerounais, je ne suis plus militant de ce parti jusqu'à la fin de mon mandat. Maintenant, je peux demeurer, si j'ai envie de me représenter, membre de ce parti pour briguer de nouveau un autre mandat. Mais je ne peux pas être à la fois militant d'un parti politique et en même temps président de la République. Non, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Président Célestin Diamène, nous sommes parvenus au dernier mois de l'année 2023. Si on vous demandait de présenter le bilan du Cameroun, qu'est-ce que vous diriez? Comment s'est comporté le Cameroun pour cette année 2023? Je ne suis pas aux affaires, mais bon, tout le monde observe. En tant qu'observateur, citoyen camerounais simplement. Aujourd'hui, on a encore des problèmes, de gros problèmes d'infrastructure. C'est le moins qu'on puisse dire. Le problème d'énergie, énergie électrique, énergie dans les énergies solaires, tout ce que vous voulez. Et des problèmes encore administratifs très très lourds. Il y a des soucis, comment dirais-je, de justice ou d'injustice sociale qu'il va falloir réparer. Est-ce que l'intégration dans l'ENAM se fait toujours dans les conditions idoines d'une justice et de l'équité? La réponse est non, malheureusement. Il y a beaucoup de dysfonctionnements au niveau de la justice. On le voit encore à travers l'affaire Amogo Belinga et Maxime Eko. Oui. Il y a des problèmes de droits de l'homme dans les prisons. Les prisons, moi, je suis passé par la case prison, vous le savez, et j'ai vu des choses horribles. Il va falloir dénoncer pour que notre pays, comment dirais-je, devienne vraiment un pays exemplaire. Mais pour l'heure, je crois qu'il y a beaucoup d'efforts à faire dans ce sens-là. Il y a aussi la question du soutien à la presse écrite, parce qu'elle se meurt depuis un certain temps. Les Camerounais, malheureusement, ne lisent pas beaucoup. Donc il faut un effort appuyé pour que la presse camerounaise puisse survivre, parce que sinon, on ne peut pas imaginer une démocratie sans la presse, sans les journalistes, etc. Aujourd'hui, ils sont clochardisés et l'économie va dans tous les sens. Les prix des denrées alimentaires subissent une inflation galopante, en tout cas dans les deux grandes capitales, Douala et Yaoundé. Et il y a beaucoup de problèmes dans ce pays, mais bon... Vous avez oublié le problème des routes? J'ai parlé d'infrastructures au début. Oui. Donc il y a les tout ça. Les violences aussi faites aux femmes. Il y a beaucoup de femmes qui ont perdu la vie. Problème de société. Et puis il y a aussi des hommes battus. Il ne faut pas non plus oublier. J'en ai jamais rencontré, Président. Je n'ai jamais rencontré un homme qui a été battu. Ben si, il y en a. Pourquoi est-ce qu'il en existe? Mais comment ça, il n'en existe pas? Ils préfèrent, en fait, ils ne voudraient pas s'afficher, ils ont peur de subir quelques moqueries. Voilà, il y a des questions d'orgueil. Voilà, je suis un homme, donc je ne peux pas m'avouer homme battu. Mais c'est des questions sociales qui sont importantes, qui existent, qu'il faut mettre sur la table, parce qu'en vérité, on ne peut pas avancer dans une société si on sort de la civilisation. La civilisation nous impose que nous nous respections hommes et femmes. Chacun a son rôle à jouer. L'homme n'est pas l'égal de la femme par la nature. Ils sont égaux en droit, c'est vrai, mais nous ne sommes pas égaux dans la nature. Et ça, chacun a son rôle à jouer. J'espère que les hommes le comprennent, les femmes aussi. Chacun a sa place et il faut le respecter. Ça ne sert à rien d'user de la violence sur les femmes. Évidemment, c'est une évidence de déconseiller les hommes de se livrer à ce genre d'exercice. Ça ne veut pas dire qu'on va annihiler ou bien empêcher les problèmes dans les couples. Malheureusement, il y a des problèmes partout. Mais entre avoir des problèmes partout et encourager, n'est-ce pas, ce type de féminicide, moi je dis il faut arrêter avec ça, quoi. Et puis les lois sont là aussi, il faut frapper très dur. Bon, si la vie de couple ne va plus, on ne sait pas. C'est pas très compliqué non plus. C'est le message qu'il faudrait passer à l'endroit des femmes qui préfèrent très souvent préserver leur relation plutôt que de briser le silence. C'est peut-être un choix.
Président Célestin Diamène, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin sur l'émission ABK Matin. Merci infiniment au président Célestin Diamène, invité de Sidonie Fekak ce matin. ABK Radio. De lundi à vendredi dès 7h. Retrouvez dans le 7-10, 7h-10h. ABK Matin, premier sur le matin. Les invités consultants de classe exceptionnels.